Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, dans laquelle nous passons en revue un thème le plus souvent concernant la politique égyptienne, mais nous abordons également de temps à autre la politique étrangère lorsque un sujet d'intérêt international prend de l'ampleur. Mesdames, Messieurs, l'Égypte, ou plutôt les chrétiens d'Égypte, qui sont évalués à peu près à 10% de la population, ont célébré hier la Nativité, ont célébré Noël selon le calendrier, ou plutôt aujourd'hui, mais la veille hier, c'était la messe de minuit, en la cathédrale Saint-Marc, donc la Nativité selon le calendrier julien. Le président de la République a fait la surprise pour la deuxième année consécutive en venant adresser ses meilleurs vœux à toute la communauté chrétienne d'Égypte, évaluée, je vous le disais, à peu près à 10% de la population, ainsi qu'au pape Théodoros II, le patriarche des Coptes orthodoxes, qui représente plus de 90% des chrétiens d'Égypte. Le président de la République a fait l'éloge du patriotisme de la communauté chrétienne d'Égypte et également du patriotisme de son chef, le patriarche Théodoros II. Voilà pour la messe de minuit qui a été célébrée hier donc en la cathédrale Saint-Marc à Basseïa, au centre du Caire. Et les festivités se sont poursuivies aujourd'hui. De hauts représentants de l'État participaient également à la messe de minuit. Voilà pour Noël. Et à cette occasion, justement, nous adressons nos meilleurs vœux à tous ceux qui ont célébré aujourd'hui la Sainte Nativité selon le calendrier julien. Non seulement en Égypte, mais également en Russie, en Ukraine, en Éthiopie et également et dans certains pays orthodoxes. Autre nouvelle à présent, mesdames, messieurs, il s'agit du contentieux saoudo-iranien. En effet, la Ligue arabe se réunira fin janvier aux Émirats arabes unis pour examiner les retombées de l'incendie de l'ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran. Selon le chef, le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El Arabi, l'ingérence iranienne dans les affaires saoudiennes est inadmissible. Il faisait alors allusion à l'attitude de Téhéran à l'égard de l'exécution d'un imam chiite en Arabie saoudite, un imam chiite saoudien. L'Iran, de son côté, a accusé l'Arabie saoudite d'avoir délibérément bombardé son ambassade au Yémen et décidé d'interdire l'entrée sur son territoire des produits saoudiens. Autre sujet, bien, mesdames, messieurs, il s'agit de la Palestine qui revient un petit peu à l'ordre du jour. Le président palestinien Mahmoud Abbas a exclu l'éventualité d'un effondrement de l'autorité palestinienne confrontée à de nombreuses difficultés. Les explications dans ce compte-rendu. Le président palestinien Mahmoud Abbas a exclu mercredi l'éventualité d'un effondrement de l'autorité palestinienne confrontée à de nombreuses difficultés. M. Abbas, âgé de 80 ans, s'exprimait à Bethléem en Cisjordanie occupée pour la première fois en public depuis que des rumeurs se sont propagées la semaine dernière sur une dégradation de son état de santé. Selon les médias israéliens, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a préparé un plan d'urgence pour faire face à un éventuel effondrement de l'autorité palestinienne. J'ai entendu beaucoup de choses ces derniers jours sur l'autorité, la destruction de l'autorité, l'effondrement de l'autorité. L'autorité constitue une de nos réussites à laquelle nous ne renoncerons jamais, a lancé Mahmoud Abbas. Ne rêvez pas à son effondrement, n'osez même pas en rêver, a-t-il ajouté, au cours d'une conférence de presse organisée à l'occasion d'un repas marquant le Noël célébré jeudi par les chrétiens orthodoxes. L'autorité palestinienne, établie à la suite des accords d'Oslo, conclus avec Israël en 1993, était censée être un organisme temporaire jusqu'à la création d'un État palestinien de plein droit. Sa direction apparaît aujourd'hui de plus en plus déconnectée des jeunes Palestiniens qui ne voient pas venir l'État auquel ils aspirent. L'autorité est par ailleurs confrontée à de graves problèmes financiers et sa coopération sécuritaire avec Israël est vivement critiquée.
l'extrême sud-ouest asiatique à l'extrême nord-est asiatique, nous allons faire donc un saut de la Palestine vers la Corée du Nord. Mesdames, Messieurs, l'annonce par la Corée du Nord de son premier essai nucléaire d'une bombe H, nouveau défi à la communauté internationale, a entraîné l'hostilité immédiate des grandes capitales et la convocation le jour même d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Les détails dans ce compte-rendu. Des internautes ont commencé à lancer des campagnes sur les réseaux sociaux pour s'encourager à se rendre à Sharm el-Sheikh. Nous irons à Sharm, le tourisme tombe malade mais ne meurt pas. Les pages se multiplient sur Facebook dans ce même objectif. Cette crise a créé une sorte de mobilisation publique entre les Égyptiens et les a poussés à s'allier. Toutes les chaînes de télévision publiques et privées ont diffusé des programmes depuis la ville balnéaire pendant plusieurs jours pour transmettre le même message, la ville est sûre. Toujours dans le même cadre, le ministère des Waqf a dépêché une centaine d'imams à Sharm el-Sheikh pour une visite d'un jour, alors que l'église copte a pour sa part publié un communiqué appelant les Égyptiens à l'étranger de venir passer leurs vacances en Égypte. Des chanteurs se sont proposés pour se produire bénévolement à Sharm el-Sheikh. Des artistes tunisiens ont tourné et mis sur YouTube une vidéo intitulée « Visiter l'Égypte » avec la participation de 14 chanteurs et chanteuses, dont les célèbres Lutfi Bouchnaq, Sabir Roubaï et Dora. Sur le plan officiel, beaucoup de ministères ont contribué à la campagne en soutien à Sharm el-Sheikh. Le ministre de la Justice, Ahmed Al-Zind, s'y est rendu accompagné de 350 juges. Tout en appréciant ces initiatives de solidarité, El-Hami El-Zayed, président de l'Union des chambres du tourisme, estime toutefois qu'elles sont incapables de compenser les pertes causées par les annulations des voyages touristiques. Si les Égyptiens peuvent alléger leurs concitoyens travaillant dans ce secteur sur le plan macroéconomique, les voyages des Égyptiens ne risquent pas de régler la crise. C'est de l'argent égyptien qui sera dépensé. Les recettes vont baisser ainsi que les devises étrangères, explique-t-il. C'est pourquoi les initiatives s'étaient étendues à l'étranger, notamment à l'intention des Égyptiens de la diaspora et expatriés qui sont appelés à passer leurs vacances en Égypte. Cette campagne se prépare en coopération avec les ambassades et consulats d'Égypte, des agences de voyage et la compagnie aérienne égyptaire qui accorde de grandes réductions sur les billets d'avion, explique Hicham Naqib, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires consulaires et les Égyptiens à l'étranger. Selon Abdelrazak, membre de l'Union des chambres du tourisme, cette initiative pourrait s'avérer fructueuse, surtout si l'on considère qu'on a plus de 8 millions d'Égyptiens à l'étranger. Oui, mesdames, messieurs, comme vous l'avez constaté, il ne s'agissait pas d'un compte-rendu sur les répercussions de l'essai nucléaire nord-coréen, mais plutôt justement de notre troisième compte-rendu de la soirée. Celui-ci est consacré au tourisme en Égypte, ce qui fera d'ailleurs l'objet de notre entretien dans quelques minutes avec nos invités, le général Ibrahim Chokri, professeur à l'Académie de police, et l'expert en tourisme Hazem Badawi. Mais je ne vous laisserai pas sans cet entretien, sans ce compte-rendu concernant la Corée qui vient tout de suite à présent. Du moins, je l'espère. À Washington, le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a condamné les provocations du régime nord-coréen auxquelles les États-Unis répondront de façon appropriée. Mais Washington n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat l'essai nord-coréen, ni de dire s'il concernait une bombe H que Pyongyang affirme être parvenu à miniaturiser. Principal allié de la Corée du Nord, en dépit d'une relation dégradée ces dernières années, la Chine a fait part de sa ferme opposition à l'essai nucléaire, mais sur un ton mesuré. Moscou, pour sa part, a dénoncé une violation flagrante du droit international, le ministère des Affaires étrangères appelant toutes les parties à s'abstenir d'actions qui pourraient mener à une aggravation incontrôlée des tensions.
quelques instants après l'annonce de Pyongyang, intervenue à 2 jours de l'anniversaire du leader nord-coréen Kim Jong-un. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié l'essai nucléaire de grave menace pour la sécurité du Japon. La Corée du Sud a aussi vivement condamné ce 4e essai nucléaire nord-coréen réalisé en dépit des avertissements de notre part et de ceux de la communauté internationale. La présidente Park Geun-hye a condamné une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale et Séoul prendra toutes les mesures nécessaires pour que Pyongyang paye le prix de cet essai nucléaire. Pour sa part, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré dans un tweet « Si les rapports sur un essai de bombe H nord-coréenne sont vrais, il s'agit d'une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et d'une provocation que je condamne sans réserve. » La France condamne l'essai réalisé par la Corée du Nord, une violation inacceptable des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et appelle une réaction forte de la communauté internationale, a annoncé la présidence. Pour l'Allemagne, cet essai constitue une menace sérieuse pour la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a dénoncé une nouvelle provocation dangereuse et une mesure complètement irresponsable. L'Italie a aussi estimé que le test, s'il était confirmé, constituerait une grave menace pour la paix et la sécurité régionale.